Je m'appelle Adrien, j'ai 29 ans, et mon mariage a failli être gâché lorsque mon père a décidé de choisir ma sœur plutôt que moi. Il m'avait promis de m'accompagner jusqu'à l'hôtel, mais il a changé d'avis lorsque Vanessa, ma sœur, a organisé sa propre fête ce jour-là, contre toute attente. Ma sœur, jalouse, avait encore gagné, du moins, c'est ce que je pensais. Mais mon père ne s'attendait pas à savoir qui le remplacerait ce jour-là, et sa réaction lorsqu'il l'a appris me fait encore frémir rien qu'en y repensant. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir où vous lisez ceci. Laissez un commentaire ci-dessous, aimez et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de famille encore plus dramatiques que la vôtre. J'ai grandi dans un quartier bourgeois d'Allentown, en Pennsylvanie. De l'extérieur, ma famille avait l'air parfaite. Une petite maison à 2 étages, une palissade blanche, un jardin soigné et luxuriant, la fierté du quartier. Chaque printemps, ma mère plantait des tulipes devant la maison, et mon père passait ses week-ends à m'apprendre à faire du vélo ou à lancer une balle de baseball. C'est un souvenir que je chérirai toujours. Mon père, Richard, était mon héros d'enfance. Il mesurait 1,80 m, avait des cheveux grisonnants apparus au début de la trentaine et un visage toujours empreint de dignité et de chaleur. Conseiller financier dans une entreprise locale, il portait toujours des costumes sur mesure qui, à mon avis, ressemblaient à ceux d'une star de cinéma. Chaque matin, avant d'aller au travail, il prenait quelques minutes pour prendre mon petit déjeuner avec moi et m'interrogeait sur mes projets pour la journée, pendant que ma mère préparait mon déjeuner. Adrien, tu es le garçon le plus intelligent que j'ai jamais vu. Un jour, tu vas changer le monde. Ces mots, ses yeux pétillants de rire, ont été ma motivation tout au long de ces années. Contrairement à d'autres enfants qui redoutaient les projets scolaires, j'étais toujours impatient de les réaliser, sachant que mon père m'aiderait à créer la maquette de volcan la plus impressionnante à l'Expo Science ou la présentation historique la plus vivante en classe. Chaque fois que je ramenais mon bulletin scolaire, il le collait sur le réfrigérateur et m'emmenait manger une glace pour fêter ça. Ma mère, Éléanore, maintenait la cohésion de la famille. Avec ses 12 yeux bruns et sa patience, elle contrebalançait la dureté occasionnelle de mon père. Elle travaillait à temps partiel comme infirmière à l'hôpital local, faisant toujours passer les besoins de la famille avant les siens. Je me souviens des soirées où elle restait assise patiemment pendant des heures à m'aider à faire mes devoirs ou à me montrer comment préparer une fournée de cookies aux pépites de chocolat qui conquérait le cœur de tous les voisins. Mais tout a changé à 12 ans. Maman a commencé à se sentir constamment fatiguée, et 3 mois plus tard, la nouvelle est tombée. Un cancer du pancréas de stade 4. Les 6 mois suivants ont été une succession d'hospitalisations, de conversations à voix basse entre adultes et de regards impuissants tandis que maman dépérissait lentement. À sa mort, le vide dans notre famille était trop grand et nous n'avons jamais vraiment guéri. Ma sœur Vanessa avait 3 ans de plus que moi. Notre relation a été difficile dès le début. Même avant la mort de ma mère, ma proximité avec mon père l'avait toujours agacée. Vanessa était grande, athlétique et douée en sport, tandis que j'étais petite, introvertie et passionnée d'art et de littérature. Ma mère essayait de nous féliciter toutes les deux pour nos qualités, mais Vanessa considérait chaque compliment que je lui adressais comme une comparaison injuste. Après le départ de maman, les tensions sont montées d'un cran. Papa s'est investi à fond dans le travail, restant souvent au bureau jusqu'à 21 ou 22 heures. Je pense que c'était sa façon d'échapper au vide familial. Ce vide a rapidement été comblé par Vanessa. À 15 ans, elle s'était autoproclamée nouvelle maîtresse de la famille. Papa est déjà sous pression, ne le prie pas de rentrer dîner. Me lançait-elle d'un ton sec chaque fois que je lui demandais quand il rentrerait. Il a des clients importants à gérer. Il faut rester fort. Vanessa a peu à peu remplacé sa mère dans beaucoup de choses. Cuisiner, bien que moins délicieuse, prendre des décisions dans la maison. Papa semblait apprécier cela et s'est attaché davantage à elle,
tandis que le lien entre lui et moi s'est relâché. La promotion ultérieure de papa n'a fait qu'empirer les choses. Il a été promu associé principal, gagnant plus d'argent mais passant moins de temps avec sa famille. Vanessa en a profité. Elle ajoutait et déformait des informations pour me tromper. Adrien vient de dépenser 60 $ en fournitures artistiques. Sans parler du fait que c'était pour un projet scolaire. Il a dit que papa n'avait pas besoin de venir au concert de l'orchestre de l'école, alors qu'en fait, je comptais les jours avant sa venue. Au lycée, Vanessa avait brossé un tableau complètement faux de moi auprès de mon père, rebelle, ingrate, et adorant passer du temps avec ses amis. En réalité, je me suis plongée dans mes études et mon art pour surmonter la perte émotionnelle de mon père et la douleur de ma mère. Le paroxysme de cette trahison est survenu quand j'étais en première. J'avais été nominée pour une prestigieuse bourse d'études artistiques, et la cérémonie avait lieu un jeudi soir. Je le rappelais à mon père depuis des semaines. Mais la veille, j'ai entendu Vanessa l'appeler. Adrien dit que tu n'as pas besoin de venir, ça le rendrait nerveux. Envoie juste une carte. Le lendemain, j'étais assis tranquillement, seul, dans la salle de remise des prix, à regarder les autres élèves défiler fièrement aux côtés de leurs parents. Papa n'a envoyé qu'un seul SMS de félicitations, mentionnant un « dîner client important ». J'ai appris plus tard que Vanessa avait appelé le bureau et m'avait menti au sujet du report de la cérémonie, ce qui avait incité papa à la reporter. Quand je l'ai confrontée, Vanessa a haussé les épaules. Je veux toujours être le centre de l'attention. C'est pitoyable. À 18 ans, j'avais désespérément envie de quitter la maison. J'ai postulé dans des universités de tout l'État pour partir le plus loin possible. L'université de Pittsburgh m'a offert une bourse partielle et je me suis lancée à corps perdu dans la vie étudiante, ne rentrant à la maison que pour les grandes vacances, où je continuais à subir les railleries de Vanessa et la froideur de mon père. J'ai rencontré Benjamin en 2e année de fac. Nous étions dans le même cours de littérature anglaise, et il m'a emprunté mon cahier parce qu'il était malade. Grand, le regard bienveillant et le sourire facile, Benjamin était un étudiant en ingénierie dont la logique s'harmonisait parfaitement avec ma créativité artistique. Ce qui avait commencé comme un rendez-vous autour d'un café pour rendre des cahiers s'est rapidement transformé en une conversation de 3 heures, et en un mois, nous étions devenus inséparables. Benjamin est né dans une famille chaleureuse et heureuse. Sa mère, Laura, était institutrice en maternelle et avait le don de faire en sorte que chacun se sente aimé. Son père, Henri, était ingénieur civil, connu pour son humour pince sans rire. Son jeune frère, Noah, était toujours plein d'énergie et de rire. Ils m'ont accueilli comme si j'avais toujours fait partie de la famille. Tout au long de mes 4 années d'université et de mes débuts de carrière, Benjamin a été mon pilier. Il comprenait mes problèmes familiaux sans me juger, me serrait dans ses bras quand je pleurais à mon retour des fêtes et m'encourageait quand mon père s'en fichait. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un emploi dans une agence de marketing à Philadelphie, et Benjamin a rejoint un cabinet de conseil en ingénierie dans la même ville. Nous avons loué un petit appartement et avons commencé à construire nos carrières et nos vies ensemble, loin des turbulences de ma famille. Les appels avec mon père n'étaient qu'une fois par mois, brefs et superficiels. Vanessa, qui travaillait désormais dans l'immobilier et vivait toujours à la campagne, jouait toujours le rôle de la « fille idéale », prenant soin de mon père, sans oublier de me rappeler gentiment qu'elle était celle qui était à ses côtés. À 27 ans, Benjamin et moi avions tous deux fait de grands progrès dans nos carrières. J'étais officiellement devenu chef d'équipe marketing, supervisant des campagnes majeures. Benjamin avait également connu une ascension fulgurante. Notre vie ensemble était plus épanouissante que je ne l'aurais jamais imaginé. Les blessures familiales étaient toujours là, mais j'avais bâti un monde où j'étais valorisé. Pour notre 5e anniversaire de mariage, Benjamin m'a demandé en mariage.
Il avait prévu une journée qui raviverait nos premiers souvenirs, un petit déjeuner au café où nous étudions, une visite de mon musée d'art préféré et un dîner au restaurant italien où j'avais fêté ma remise de diplôme. Au dessert, une petite boîte en velours était à côté du tiramisu. Adrien, Benjamin me prit la main, les yeux embués de larmes. Tu as fait de ces 5 dernières années les plus belles de ma vie. Ta créativité, ta gentillesse et ta force ne cessent de m'émerveiller. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser? La bague qu'il m'a offerte était un classique, un saphir bleu entouré de petits diamants. Il disait qu'elle lui rappelait mon âme d'artiste unique. Ce soir-là, j'ai mis de côté mes soucis familiaux pour savourer pleinement la joie. Le lendemain matin, j'ai appelé mon père pour lui annoncer la nouvelle. Après quelques échanges de politesse, j'ai pris une grande inspiration et lui ai dit « Benjamin et moi sommes fiancés ». Il y a eu un long silence, puis il a simplement répondu « Félicitations ». Le garçon a l'air d'aller bien. Une date a-t-elle été fixée? Son ton était aussi neutre que s'il parlait affaires. Vanessa m'a envoyé un texto avec une série de faux points d'exclamation. Oh mon Dieu, félicitations, ma sœur. Tellement heureuse pour toi. Magnifique bague, visage très souriant. Mais je savais qu'il y avait de la jalousie derrière. Le 15 juin, 9 mois plus tard, nous avons décidé de nous occuper de notre famille et de nos amis. Les faire-part ont été envoyés en avance. Mon père m'a confirmé sa disponibilité et était très ému lorsque je lui ai demandé de m'accompagner jusqu'à l'hôtel. J'espérais que ce serait l'occasion de réparer les torts. Mais 3 mois seulement avant le mariage, Vanessa m'a appelé pour me dire qu'elle organisait une fête de réussite professionnelle, ce jour-là. Elle m'a expliqué que c'était une coïncidence, et que ce serait seulement le matin, pour que papa puisse venir au mariage. Le problème, c'est que la fête se déroulait à près de 2 heures de route du lieu du mariage, ce qui était impossible. Lorsque j'ai appelé papa pour lui demander directement, il a insisté pour essayer les 2 endroits. Mais dans les semaines qui ont suivi, il a fait allusion à plusieurs reprises à la difficulté de l'organisation, me suggérant même de décaler la date du mariage. Et puis, 2 semaines seulement avant le mariage, il m'a appelé pour me dire qu'il ne pourrait pas assister à la cérémonie principale faute de temps et m'a suggéré de demander, au père de Benjamin ou à un ami de s'en charger. Cette déclaration m'a fait l'effet d'un coup de poignard. Il m'a promis de venir au dîner, mais j'étais dévastée. Benjamin m'a consolée, mais je savais qu'il était déçu lui aussi. Laura, la mère de Benjamin, m'a appelé le lendemain et m'a dit sans détour. Ne laisse pas cela gâcher ton bonheur. Ton père fait un choix, et c'est à lui de décider. Après cette conversation, j'ai pensé à tonton Jacques, le beau-frère de la mère de Benjamin, qui avait subi le rejet de son père. Laura m'a raconté que Jacques l'avait accompagné jusqu'à l'autel lors de son précédent mariage, alors que son père avait refusé d'y assister. Cette pensée a germé jusqu'à ce que j'invite Jacques dans un café et que je lui dise « Je veux que tu m'accompagnes jusqu'à l'autel. » Ses yeux étaient humides mais brillants. « Tu es sûr? »« J'en suis sûr. Tu as toujours été là pour moi, plus que ton propre père pendant de nombreuses années. » Jacques m'a pris la main et m'a dit « Alors ce serait le plus grand honneur de ma vie. » Quelques jours avant le mariage, j'ai fait part de ma décision à mon père. Il m'a répondu avec indifférence. Bon, il faudra bien que quelqu'un le fasse si je n'y arrive pas. Cette phrase m'a une fois de plus confirmé que j'avais fait le bon choix. Lors de la répétition, Jacques, vêtu d'un costume élégant, a levé son verre et a dit « La famille, ce n'est pas seulement une question de sang, mais aussi de ceux qui sont là pour vous quand vous en avez besoin. » Je savais que j'allais assister à un mariage avec un véritable père spirituel. Notre réception de mariage a été remplie de rires, de musique et de bénédictions. Mais cette joie a aussi été ponctuée de moments inoubliables, notamment lorsque la vérité sur la fête professionnelle
de Vanessa a commencé à éclater. Vers la fin de la fête, j'ai vu mon cousin Thomas arriver, l'air un peu pressé. C'était le neveu de ma mère et l'une des rares personnes à avoir gardé un contact amical avec Vanessa et moi. Quand je lui ai demandé pourquoi il était en retard, il a soupiré. « Désolé, Adrien. Je pensais pouvoir passer à l'événement de Vanessa et venir, mais, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Il m'a pris à part un instant de silence. Et puis la vérité m'a frappé comme un coup de massue. La fête de Vanessa n'était ni un programme de reconnaissance professionnelle, ni un événement d'entreprise. C'était juste une réunion à son appartement, avec une douzaine de personnes, principalement des copains de gym et quelques proches collègues. Même le collègue à qui j'ai posé la question a semblé surpris qu'il n'y ait pas eu de « promotion », comme l'avait dit Vanessa. Thomas ne s'est pas arrêté là. Il m'a montré de vieux textos de Vanessa, dans lesquels elle avouait avoir délibérément choisi le jour du mariage pour « forcer » son père à choisir son camp et qu'elle savait qu'il la choisirait, bien sûr. Elle a également déformé l'histoire, lui disant que je ne voulais pas vraiment qu'il m'accompagne jusqu'à l'hôtel, juste par politesse. Je me suis sentie à la fois choquée et justifiée. Pendant des années, j'avais soupçonné son implication, mais jamais les preuves n'avaient été aussi claires. Maintenant, le rideau était levé. J'aurais voulu affronter mon père immédiatement, mais c'était le jour de mon mariage, je ne pouvais pas laisser la colère gâcher ce moment. Alors j'ai pris la main de Benjamin et j'ai continué à danser, essayant de mettre mes problèmes familiaux de côté. Vers 22h30, une vague de murmures s'éleva près de la porte. Mon père entra. Il avait enfilé son costume à la hâte, l'air tendu. Il s'approcha, me serra dans ses bras pour me féliciter et dit calmement. « Désolé, la fête de Vanessa a duré plus longtemps que prévu. Félicitations, beau mariage. » J'ai essayé de rester calme. « Je suis content que tu sois arrivé, jusqu'à la dernière minute, papa. » Il a ignoré le sarcasme, a simplement remis le sac cadeau et a jeté un coup d'œil autour de la salle, commentant comme un membre du public terminé. Cela ressemble à un beau mariage. Quand il m'a demandé qui m'avait accompagné jusqu'à l'hôtel, j'ai répondu. Jacques Harris, l'oncle de Benjamin. Papa a légèrement froncé les sourcils. Celui en smoking bleu marine? Tu laisses un inconnu faire ça? J'ai répondu froidement. Ce n'est pas un inconnu pour moi. Il est à mes côtés et me soutient depuis de nombreuses années, plus que toi. Mes paroles ont fait rougir et mettre mon père en colère. Ce que tu as dit n'est pas juste. Je n'ai plus pu me retenir. Alors, où étais-tu lors de ma cérémonie de remise de bourse d'études en art? Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire. Et maintenant, ce mariage? Comme pour mettre fin à la dispute, Thomas s'avança et confirma franchement à son père que la fête de Vanessa était une pure invention. Il lui montra également les SMS comme preuve. Mon père fixait l'écran, son visage passant de la perplexité à la raideur. Vanessa fait ça depuis des années. Dis-je sans détour, et tu la laisses façonner ton opinion sur moi. Avant qu'il puisse réagir, Jacques passa devant lui et le salua poliment. Père ignora sa poignée de main, mais Jacques resta calme. J'ai été honoré d'accompagner Adrien jusqu'à l'hôtel, car je sais à quel point ce moment était important pour elle. Papa a dit avec sarcasme que si ça m'importait vraiment, j'aurais choisi un autre jour pour éviter de rencontrer Vanessa. J'ai immédiatement rétorqué. Ce jour a été fixé il y a 9 mois. Vanessa a délibérément choisi le même jour. Thomas a confirmé et présenté les preuves. Mon père était stupéfait. Il a murmuré, « Vanessa, m'a dit que tu cherchais juste à faire bonne figure. » J'ai répondu, « Non, j'aurais toujours aimé que tu sois là. » À ce moment-là, Jacques dit doucement mais fermement. « Être père, c'est être là quand votre enfant a besoin de vous, pas seulement quand cela vous arrange. » Ces mots semblèrent transpercer la conscience de mon père.
Soudain, ses yeux s'alourdirent de regret, puis il quitta rapidement l'auditorium. Benjamin m'a serré dans ses bras et m'a demandé si j'allais bien. J'aurais juste aimé que tu découvres la vérité plus tôt, ai-je répondu. Jacques était là et m'a réconforté. Aussi difficile que cela puisse être, parfois, la vérité a besoin d'être révélée pour amorcer la guérison. Nous avons quitté la fête sous la lumière scintillante de dizaines de cierges magiques tenus par les invités, main dans la main, marchant vers la voiture, mon cœur se sentant plus léger en réalisant que j'avais une nouvelle famille. Des gens qui ont vraiment choisi d'être avec moi. La lune de miel en Grèce fut pour moi un moment de calme et de réflexion. De retour à la maison, j'écoutais les messages de mon père, la voix teintée de regret. Après avoir vu les témoignages de Thomas, il alla voir Vanessa et l'entendit enfin tout avouer. Je n'ai pas pu pardonner tout de suite. Des semaines plus tard, j'ai accepté de retrouver mon père dans un café à mi-chemin entre nos villes. La conversation a duré des heures, empreinte de reproches, d'aveux et du désir de se racheter. Il a admis s'être trompé en croyant l'histoire de Vanessa, trop effrayé d'affronter ses propres défauts après la mort de sa mère. Nous avons commencé à nous appeler chaque semaine, puis à nous rencontrer. Je lui ai présenté la famille de Benjamin, dont Jacques. À notre grande surprise, nous avons eu une conversation sincère, au cours de laquelle papa a remercié Jacques d'avoir marché avec moi dans ce moment sacré. Vanessa gardait ses distances. J'acceptais qu'il était presque certain que notre relation fraternelle ne redeviendrait jamais comme avant et c'était normal. 6 mois plus tard, mon mari et moi avons eu notre premier dîner de Thanksgiving, réunissant parents, nouveaux et anciens. Je suis reconnaissant d'avoir eu une seconde chance, a dit papa, et d'avoir une fille plus indulgente que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Jack Asuri. La famille est un choix, pas seulement une question de sang. Et je suis reconnaissant d'avoir une nièce comme Adrien. À l'occasion de notre premier anniversaire de mariage, Jacques a levé son verre pour célébrer, qualifiant le moment où il m'a accompagné jusqu'à l'hôtel de plus grande surprise de sa vie. Et j'ai réalisé que parfois, la perte ouvre la voie à la guérison. Le père qui vous accompagne jusqu'à l'hôtel devrait être celui qui vous a accompagné et soutenu tout au long du chemin. Pour moi, cette personne était Jacques. Un homme sans lien de sang, mais qui a choisi d'aimer comme s'il était son propre fils. Parce qu'au final, ce qui compte le plus, ce n'est pas qui est là pour vous le jour J, mais qui est présent tous les jours par la suite. Et c'est ainsi que j'ai traversé un mariage apparemment brisé, pour redécouvrir le véritable sens de la famille et du pardon. J'ai appris que la personne avec qui on se marie doit être quelqu'un qui nous a accompagnés et nous a soutenus toute notre vie, qu'il soit lié par le sang ou non. Et vous? Avez-vous déjà vécu un moment où une personne inattendue est apparue et a été là pour vous au moment où vous en aviez le plus besoin? Ou avez-vous déjà été celui qui a porté secours à quelqu'un dans un moment crucial? Laissez votre histoire dans les commentaires, j'adorerais la lire et la partager avec tout le monde. Si vous sentez que cette histoire vous touche, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines histoires sur l'amour familial, le pardon et le pouvoir de l'amour. Parce que parfois, la plus belle famille est celle que l'on choisit pour soi-même.